C'est toujours Alain Douk qui ouvre cette boîte ce matin. Je l'ouvre à nouveau pour ce mercredi diaspora. Oui. La dénonciation de ce matin porte sur une espèce de corporation. Appelons ça comme ça, puisque par la force des choses, elle est devenue une corporation. Oui. C'est la corporation des taximens moto. On se pose quand même la question au regard de ce qui se passe. Si dans un pays, on devrait avoir une promotion de la pratique du transport par moto comme métier. Parce que, bon, par la force des choses, c'est devenu ce que c'est maintenant un métier. Les réalités conjoncturelles du pays, les difficultés d'insertion socio-professionnelle, tant au niveau du public que du privé, un niveau de chômage et de sous-emploi carrément effrayant. Donc, les gens sont dans la débrouille et puis finalement ils se sont retrouvés dans ce métier-là pour s'en sortir. Un métier, il faut le relever, hyper indiscipliné aussi, parce que pas structuré du tout. Il y a déjà un lourd tribut qu'on paye au travers d'accidents et de handicaps enregistrés au travers de ces accidents sur les transports à moto et cette activité-là. Beaucoup de Camerounais sont handicapés. On ne respecte pas le code de la route. Tu vois des gars, quand ils sont sur la moto, tu te dis, mais ils pensent qu'il fait quoi? Il est sur, on appelle ça quoi, les circuits de compétition sportive en moto. Il fait des slaloms. Ils ne respectent pas le code de la route. Parfois, ils font des dépassements sur la droite. C'est déjà même établi comme une espèce de règle, etc. Donc, il y a énormément d'indisciplines. Et ces indisciplines ont lourd tribut en termes d'accidents. Beaucoup de Camerounais estropiés. À vie. Est-ce que dans un pays sérieux, quand on voit encore comment, quand on parle même de soutien à la jeunesse, c'est des secteurs d'activité comme ça qu'on passe le temps à promouvoir, on donne des financements, on accorde des dons en moto, etc. Donc il y a une volonté finalement d'encourager l'activité en question. On voudrait quand même questionner en ce matin, est-ce que dans un pays, c'est vrai que sous d'autres cieux, certainement on retrouve ce phénomène, mais est-ce qu'on devrait encourager l'activité de conducteurs de moto comme corporation à part entière de praticiens, de professionnels. Merci pour cette dénonciation ce matin. François Mbokey, vous avez suivi de bout en bout Alain Douk qui est revenu sur cette corporation aujourd'hui parce que de plus en plus nous voyons que les jeunes se ruent vers cette activité-là. Il y a même déjà des syndicats qui sont créés et puis nous voyons même déjà la voix des conducteurs de moto taxi qui compte de plus en plus dans la société. Alors, quel est votre regard? Parlons bien sûr de ce métier qui aujourd'hui devient le chemin de la jeunesse. Non, c'est une débrouillardise qui est devenue un métier solennel au travers de déclarations du président de la République qu'il avait reconnu solennellement comme un métier. Mais au-delà des dérives, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce nouveau métier de moto-taxi est vraiment à bannir? Nous pensons qu'il faut faire le pour et le contre devant cette situation. Si vous voyez comment l'état de l'infrastructure routière au Cameroun est délabré aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre par l'affirmation. Si vous voyez comment ces motos aident à transporter même des cercueils à l'arrière-pays où les véhicules ne peuvent plus arriver, vous comprendrez l'importance de ces motos. Comme l'on disait tantôt, chaque nouveau métier qui arrive a toujours ses avantages et ses conséquences. Il y a eu un engouement des moto-taximens depuis que les jeunes n'ont pas trouvé mieux ailleurs au niveau de l'insertion sociale. Alors beaucoup sont partis se débrouiller parce que jusque-là on pense que la débrouillardise au niveau avec des motos. Mais ceux qui sont disciplinés s'en sortent bien. Mais comme dans tous les métiers, il y a toujours les brebis galeuses. Si vous prenez des cas, vous avez vu dans le nord-ouest, le sud-ouest, où l'infrastructure routière est totalement détruite, vous avez vu comment des motos aident à sortir des personnes, des bourbiers qui ne sont même pas praticables en engin. Donc, il y a beaucoup d'avantages que même au niveau de Yaoundé, vous avez vu récemment, lorsque des gens arrivent ici, vous êtes coincés dans les embouteillages, on est obligé de garer pour prendre la moto.
Mais ça, ce sont des professionnels qui ont de la conscience dans l'âme, dans leur boulot. Maintenant, lorsque vous prenez ces petits qui sont entrés dans le métier parce que n'ayant pas eu autre chose, ils ne peuvent pas avoir le même degré de conscience. C'est pour cela que au niveau de l'interprofession, les syndicats doivent travailler tous les jours à la formation de ces jeunes. Je salue les initiatives qui ont eu lieu à ce niveau où on a demandé que les jeunes se forment à 5 000 pour avoir le permis A qui permet donc de piloter une moto en toute conscience, en connaissant et maîtrisant le code de la route et tout ce qu'on peut avoir pour le transport routier. Mais là, c'est juste dans le cas, bien sûr, de la maîtrise de la conduite. Maintenant, au niveau de l'éthique et la déontologie, est-ce qu'il y a des formations qui se font également là-dessus? Non, il n'y a peut-être pas, de formation d'éthique à ce niveau. Mais lorsque vous passez à l'auto-école, je pense qu'on vous apprend quand même que lorsque vous prenez la route, elle ne vous appartient pas. C'est un bien commun. Il faut respecter les feux, il faut respecter les usagers, et il ne faut pas aller bagarrer avec des clients. S'il y a des différends, trouver un terrain d'attente. Comme je l'ai dit, chacun a son éducation d'abord avant d'aller retrouver les autres en profession. Mais cela n'empêche pas que le métier soit organisé et qu'on trouve des bons qui sont, à mon sens, nombreux à côté de si vous allez au Grand Nord, par exemple, vous verrez ce que font des motos. Si vous allez, par exemple, à l'Ouest, vous allez voir des motos qui transportent 20 casiers, par exemple, de bière pour faire la distribution. Tout cela démontre l'échec d'un système organisé des transports, que ce soit commun, que ce soit des marchandises. Michel Florence Dikoumé, au regard bien sûr des dérives que l'on observe dans le transport par moto, au regard bien sûr de la montée en puissance de ces dérives, est-ce que dans un pays qui se veut sérieux, on devrait en faire tout un métier? Connaissons déjà comment est-ce que les autres font pour devenir mototaxi, lorsqu'on sait que pour la plupart, ce sont les stades qui sont leur lieu d'apprentissage. Parler déjà du métier de taxi-moto nous amène à ignorer certaines réalités. Parce que le problème doit être vu en amont. En amont, je vais interpeller le service de transport. En amont, je vais interpeller l'insertion socio-professionnelle de la fin d'études de plusieurs apprenants. Comment est-ce que ça se fait? En amont également, je vais interpeller ici le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique au niveau du comportement, n'est-ce pas, de ceux qui sont acteurs de ce secteur-là. Est-ce que les routes que nous avons aujourd'hui déjà sur le plan urbain permettent justement que les voitures en jaune y accèdent? Je ne pense pas. Il y a des quartiers à Yaoundé où lorsque vous arrivez à un point X, vous vous arrêtez pour ne continuer qu'avec des motos. Et s'il n'y a pas de moto, c'est la marche à pied. Et quand vous savez que vous êtes venu galamment habillé comme vous, monsieur le président, au travail, allez maintenant marcher à pied sur 5 à 6 km du carrefour, vous allez laisser la voiture en jaune pour la maison, vous imaginez la suite et dit que vous devez ressortir le lendemain matin. Nous avons également le relief accidenté de nos villes qui n'a pas été bravé par les constructeurs des routes, qui ne permet pas aux voitures en jaune d'y accéder. Ça fait que nous avons les vendeurs, les revendeuses de vivres frais qui devraient partir de chez elles avec ce qu'elles ont acheté pour rejoindre les marchés. On ne peut qu'utiliser cela. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau maintenant des routes, c'est compliqué. Au niveau maintenant des transports, il y a un souci. Au niveau de l'insertion socio-professionnelle, on se pose bien la question de savoir concrètement comment est-ce que le plan triennal des jeunes a été utilisé, a été imparti. C'est pourquoi j'interpelle ces différentes administrations. Pour vous dire que le moto-taximène, en fait, n'est que la résultante de beaucoup de problèmes qu'on aurait déjà dû résoudre en amont. Bon, maintenant, ils sont là. Il faut les classifier. Il y en a qui sont là parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire. Il y en a qui sont là parce qu'en fait, ils n'ont pas pu aller à l'école comme les autres. Ils ont peut-être appris sur le tas à piloter un engin à 2 roues et ça devient un travail pour la vie. Bon, pour ceux qui sont venus là parce qu'ils n'ont rien à faire, ce sont les diplômés de l'enseignement supérieur qui ont une formation ou alors les diplômés de l'enseignement supérieur qui sont en chômage technique, qui se retrouvent là-dedans. Ça ne devrait pas être un métier définitif.
c'est pour moi une alternative. C'est-à-dire qu'on est là, le temps de pouvoir trouver mieux, rebondir ailleurs. Alors on arrive, on collecte un peu d'argent pour pouvoir se trouver une activité génératrice de revenus, ou alors le temps d'attendre qu'un dossier prospère quelque part là où on l'a déposé. Pour ceux-là donc, qui ont été cette jeunesse que j'appellerais toujours non encadrée, donc ceux qui sont pas allés à l'école et qui se retrouvent là, il faudrait une formation accrue. C'est-à-dire qu'en faire donc un métier, il faut les former, il faut adapter, n'est-ce pas, la moralité au travail qu'ils sont en train de faire désormais. C'est leur travail, mais aussi à un certain moment, parce que vous savez, c'est un travail ardu qui touche beaucoup plus les nerfs. À un moment donné, après un certain nombre d'années, il faudrait arrêter, les orienter ailleurs, parce qu'après vous trouvez des névrosés. Surtout que nous savons que la plupart de ces gens prennent des stupéfiants. À longueur de journée, c'est devenu leur dada. Et même, ils savent où se diriger, n'est-ce pas, pour prendre ça, vous les trouvez agglutinés quelque part. On dit bouilli, beignet, mais derrière ça, il y a une activité connexe. Donc, vous êtes très bien informé. Oui, parce que justement, il s'est passé quoi? C'est une autre de mes vies. J'ai eu à faire de la recherche stratégique, quelque part dans le septentrion du pays. Et justement, là où on m'a donné un hébergement, j'avais réalisé qu'il y avait une faiseuse de beignets bouillis. Et ces jeunes venaient tous les jours à partir de 18h pour se ressourcer de façon alimentaire. Mais toujours, il y a des bagarres qui se déclenchaient, il y avait toujours une nervosité. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette bouillie? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette bouillie? Et alors, un jour, ma fille arrive en congé. Elle me dit, maman, il y a la bouillie, je veux boire. Je dis, il n'y a pas de souci, moi je ne l'ai jamais bu peut-être. Elle descend demander la bouillie. On lui a dit de patienter. Je vous assure, il y avait des bassines de bouillie qu'on vendait. On lui dit, patiente. Elle dit, bon, je suis là en haut. Quand c'est prêt, dites-le moi, parce que j'étais à un étage de là où on vendait ces choses. Jusqu'à ce que le commerce ferme, elle n'a pas été servie. Elle est même redescendue une seconde fois. Elle dit, elle veut la bouillie. Elle avait son gobelet en main. On lui a toujours demandé de patienter. On lui a demandé de patienter. Et le lendemain, on l'a appelée pour lui demander si elle avait toujours besoin de la bouillie. Elle a dit oui. Au lieu qu'on la serve dans la bassine commune, on a un ouvert autre un petit seau de 5 litres à côté. Pour les non-initiés. On lui a donné la bouillie. Elle est revenue. Alors, une fois, je suis encore là, des policiers sont arrivés, on a raflé. On a même ramassé jusqu'au seau de bouillie et tout. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Le lendemain, donc, en discutant avec certaines personnes, on me dit, on a raflé, la femme là, il fallait qu'on la prenne et tout. J'ai dit, mais pourquoi vous pouvez détruire le commerce? On dit, non, maman, la bouillie là n'est pas comme vous croyez. C'est une bouillie énergisante. Non, cette bouillie là est terrible. Il y a ci, il y a ça. Et on la prend souvent comme ça. On la relâche, elle donne un peu d'argent, elle revient. Donc, vous voyez, j'ai réalisé que la jeunesse se détruisait en voulant exercer un métier. Parce que c'est rentant à la fin pour se donner du tonus. Ils sont libres de se livrer à ça. Nous avons notre truc là qu'on appelle, on vend ça dans des petites bouteilles comme ça là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Ça se vend librement là, la bouteille elle est marron. Le réacteur. Sans publicité. Voilà. Ils boivent et généralement à ça ils ajoutent d'autres choses pour pouvoir tenir. Incroyable. C'est pour vous dire que c'est un travail qu'on peut faire de façon ponctuelle et puis passer à autre chose par la suite et non à faire un métier. Merci Michel Florence Dikoumé, Soulé Onoyolo. Nous sommes face à cette situation aujourd'hui. Nous voyons des jeunes. Aujourd'hui, si vous avez 10 jeunes dans un quartier, au moins 7 sont dans ces métiers-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'urgence d'une véritable formation? Est-ce que les pouvoirs publics ne devraient pas se pencher sur ce secteur qui aujourd'hui est considéré comme étant un secteur d'activité qui booste l'économie pour véritablement encadrer ce secteur et offrir une formation adéquate à ces jeunes qui, pour d'aucuns, trouvent leur compte et pour d'autres, n'y vont que pour passer du temps? C'est pas seulement une activité pour jeunes. Hein. Il y a des adultes qui ont perdu leur emploi, comme l'emploi est devenu précaire. Il y a des adultes qui sont allés à la retraite et comme ils n'ont pas de pension. Donc il y a un amalgame de tout cela qui fait que réduire seulement à la jeunesse, ce serait, n'est-ce pas, en réalité, ce sera voir le problème de manière en deçà, quoi. Et puis il y a autre chose, c'est que qui est là, qui vient là. Il y a une race, n'est-ce pas, de moto-taximens là, qu'on appelle de manière politique les babanas, qui viennent des pays voisins, de tout, dont ils infestent et infectent le métier, au point où on ne sait plus qui va là pour chercher
n'est-ce pas, le pain quotidien pour nourrir sa famille. Et tout. Donc on se retrouve dans un emballement, une situation qui est assez complexe. Et ceci est d'autant plus complexe que l'activité des mototaxis est une conséquence, n'est-ce pas, de la libération sauvage, n'est-ce pas? Parce que le Cameroun est l'un des rares pays où, vous savez, avant, pour ouvrir un bar, on ne le faisait pas n'importe comment. Aujourd'hui, vous avez, quand on se plaint des enfants qui se saoulent la gueule, vous avez à côté d'un établissement scolaire 2 ou 3 bars. C'est-à-dire que quand les enfants le vendredi vont à l'école, ils ont une chemise ou alors un tricot à l'intérieur. En dessous de la tenue. Voilà, ils enlèvent la chemise et vous les reconnaissez. Donc il y a ça. Avant, on vous disait que les pharmacies, on les ouvre pas n'importe comment. Donc tout cela, c'est pour ça que je dis que c'est un État qui a abandonné le développement, un État qui est dans un cuisant échec. Vous savez, je me souviens encore que le conseiller spécial du président Biya aujourd'hui, qui est devenu, à l'époque où l'État encore contestataire, avait écrit un bouquin, l'État ailleurs, pour montrer que l'État n'est plus là. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça. L'État est effectivement ailleurs. Parce que Florence a parlé, par exemple, elle a oublié de signaler que dans cette affaire, le mototaxi, il y a le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui doit quand même, pour le développement, doit quand même, on doit avoir des belles routes, bon, il y a l'autre chose. C'est aussi la conséquence d'une décentralisation mal embarquée. Parce que quand vous avez une bonne décentralisation et que les communes ont, n'est-ce pas, les pourcentages qu'on doit leur envoyer, chaque commune peut s'organiser, n'est-ce pas, pour gérer l'activité des mototaxis. Tout à fait. Et chaque commune même qui est bien peut gérer la circulation autrement. C'est-à-dire qu'on vous dit, ok, les petits taxis, les petits... C'est-à-dire que vraiment, quand vous le faites, vous allez voir que d'une commune à une autre, c'est pas la même couleur, ce n'est pas le même comportement, le même port vestimentaire. Or, c'est pas fait. Aujourd'hui, comment vous expliquer que quand vous arrivez dans certaines villes, les uns et les autres l'ont évoqué, il n'y a pas autre moyen de locomotion que un moto. Taxi. Et du coup, dans certaines villes, même les plus urbaines, vous avez des carrefours où il y a comme une invasion, n'est-ce pas, des mototaxis. C'est comme si c'était une invasion de souris. Sur le chemin, comme disait Alain Douk dans sa dénonciation, c'est vous qui les évitez. Ils ne vous évitent pas. Ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que en réalité, ils sont les propriétaires de la route. Et tout cela devait être organisé. Et je suis d'accord avec François que dès le départ, quand la libéralisation est sauvage, quand l'État est ailleurs, dans les batailles politiques, et que vous avez, n'est-ce pas, abandonné le pays où chacun pour soi, on ne peut que voir, observer des conséquences comme celle-là. Il faut que, si le président de la République a dit que le mototaxi est déjà un métier et qu'il le célèbre, mais chaque métier, il faut l'organiser. Il faut qu'on sache tout au moins comment, à un moment donné, on avait pensé que ces mototaxis ne peuvent pas accéder, n'est-ce pas, à tel quartier ou à tel autre. Là encore, on se retrouve avec une connexion dangereuse entre la police des mairies urbaines qui laisse ces gars pénétrer. Il suffit simplement, n'est-ce pas, que chacun trouve sa part, son compte, le mapatisme. Donc, on ne sait plus comment ça se passe. Du coup, TBB, il faudrait que l'État du Cameroun, n'est-ce pas, rentre dans l'organisation de ce métier. Il faudrait que, si on veut l'admettre comme un métier, au lieu d'être une activité passagère, comme disait Florence, maintenant il faut l'organiser. Il faut... Comment vous expliquer que vous avez... Et puis là où je vois un peu la complaisance des mairies et des forces de l'ordre. Il y a un carrefour où vous commencez à avoir 1, 2, 3 motos.
on ne dit rien. Et puis, demain ou après-demain, vous vous rendez compte que c'est tout un stationnement de moto-taxi qui s'est créé et vous ne pouvez plus rien faire. Et vous avez des petites choses comme ça là. Et par la suite, le stationnement organisé, il y a le chef de stationnement où un conducteur doit déposer 500 par jour pour avoir une place. Voilà. On ne sait pas où cet argent va. Et puis, il y a la mairie qui vient là, qui vient Vous faire... avez même la police et puis, qui arrive et la police, la police municipale, chacun arrive là, vous voyez tout ça. C'est comme un peu quand vous faites le chemin de Yaoundé-Soie. Même si on n'a pas, vous allez voir la majorité des cas, jamais ils ont des dossiers complets, parce qu'on sait déjà que dès que tu arrives, tu donnes, tu t'en vas. C'est comme ça aussi. Ce sont ce genre de choses qu'on retrouve dans l'activité des mototaxis. Et du coup, on s'est dit que l'État est vraiment ailleurs. Merci Soulé. Alors Alain Douque, face à cette situation, quel est votre point de vue? Est-ce que effectivement on devrait en faire tout un métier? Si même on en fait tout un métier, est-ce qu'il n'est pas très urgent de l'organiser afin véritablement qu'on n'assiste plus à ces dérives et à tout ce que nous voyons dans ce secteur d'activité? Non, mon avis, pour être honnête sur le sujet, mon avis est mitigé. Vous savez, s'il est vrai que gouverner, c'est prévoir, donc faire montre de faculté d'anticipation, peut-être aussi que in fine, il faudra entrevoir gouverner comme faculté d'adaptation. Parce que là, c'est un métier, finalement, qui résout, ou s'essaye à résoudre un problème qui relève d'un dysfonctionnement systémique. Donc, puisque les faits sont établis, on est là, on est confronté au fait, il faut donc s'adapter. Comment on fait donc pour mettre le ménage, de l'ordre, dans le métier en question, dans le secteur d'activité en question? C'est peut-être la question qu'il faudrait se poser sur le moment. Et on voit bien que lorsqu'on est en face d'un État mou, sur certains sujets, ou alors un État qui regarde ailleurs, ou un État qui ne veut pas faire son travail, prendre sur lui ses responsabilités sur certains sujets, parce que sur d'autres, on sait bien que là, on passe au forcing. Ça donne ce que nous sommes en train de voir. Moi, j'ai l'expérience des petites localités où vous comprenez, monsieur, que si les gars des motos ne sont pas là, vous êtes morts. Et je dis, j'ai fait des expériences, même dans la région du centre, des petits arrondissements qui ont des bourgs qui leur sont rattachés. Vous faites comment? S'il faut quitter du centre de l'arrondissement pour un petit bourg là, tout à côté, là, parfois même à 15 km de rien du tout. Les voitures ne passent pas. Ce sont des pistes. Ou alors la voiture passe une fois par semaine. Et véritablement là-bas, les motos, taxis, là, les transporteurs motos sont rois parce que des tarifs sur 30 km, 15 km, c'est exorbitant. Mais vous n'avez pas le choix. Parce qu'en saison de pluie, même alors, lorsque vous empruntez la moto, vous pourriez tomber. Il est même conseillé de mettre des bons. Et vous comprenez que vous avez là, non pas quelqu'un qu'il faut fustiger, mais quelqu'un qu'il faut, parce que vous ne savez pas comment vous auriez fait sans lui. Donc il y a tout ça. Maintenant, quand on revient en zone urbaine, justement, et les précédents intervenants l'ont dit, vous faites comment? C'est tellement déjà établi qu'il y a des petits coins dans la ville que vous ne pourriez pas, au travers du taxi jaune, vous ne pourriez pas vous rendre là-bas s'il n'y a pas la moto. Donc, du coup, vous voyez donc finalement la figure du sauveur dans le taxi moto, quoi qu'on dise. Même il y a des endroits tellement déjà délabrés dans la voirie que non. Les gens disent, les véhicules disent, on ne peut pas aller là-bas parce que là, c'est soi-même s'exposer à des dépenses pour résoudre des problèmes de panne. Vous mettez à mal le véhicule, non, on ne va pas aller là-bas. Et là, le gars qui prend le risque, c'est le gars de la moto. Donc, vous voyez que finalement, on a beau épingler les frères en question sur les travers, parce que les travers, il y en a. Vous savez, moi aussi, j'ai déjà vécu une expérience où je suis en bordure de route, la moto vient, il va arracher le téléphone. Ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de griefs, mais on se rend compte que finalement, on ne peut pas totalement blâmer l'affaire parce que les gars sont là pour résoudre un problème. C'est à l'État de prendre sa responsabilité, de dire, bah écoutez, on ne vous donne pas accès
au cœur de la ville, par exemple, vous restez à la périphérie, et à la périphérie même, chacun prend ses responsabilités. Telle juridiction prend sa responsabilité pour systématiquement organiser le métier en question, identifier les intervenants, les professionnels, puisque c'est vers ça qu'ils voulaient aller, les professionnels en question, qui doivent être capables de répondre, parce que c'est la difficulté à répondre lorsqu'il y a des larcins, lorsqu'il y a des abus. On ne sait même pas parfois à qui il faut s'adresser. Voilà, c'est ça le problème. Organiser, identifier, contrôler. Donc, je pense que si on fait comme ça, on pourrait être, je ne sais pas moi, peut-être une nation dont on pourrait se référer pour dire, ah, de l'autre côté au Cameroun, ils ont véritablement réussi à organiser le métier en question de telle sorte que finalement il pourrait être à féliciter. C'est peut-être vers cette dynamique-là qu'il faudrait en tout cas s'investir dans le contexte carrément délétère que vous connaissez sur le plan économique. Parce qu'il faut tenir compte de ça. Vous n'allez pas prendre aux gens le peu qu'ils ont et qui leur permet de ne pas vous agacer et de suivre, sans avoir, en monnaie d'échange, autre chose à leur offrir. Ça va créer plutôt des tensions sociales, ça peut créer un effet boule de neige sociale qu'on peinerait plus tard à contrôler. Donc c'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup à vous, chers panélistes. Merci. Nous allons prendre quelques réactions à nos téléspectateurs qui s'expriment à propos de la dénonciation. Nous avons tout d'abord cette réaction ce matin. Bonjour, Espace Miné. Concernant la dénonciation faite à l'égard des mototaxis, il n'est pas question aujourd'hui de bannir ou de ne pas promouvoir ce métier. La réalité est là et leur présence il est juste question de canaliser et les encadrer pour donner une forme disciplinaire à ce métier. Et parlant même de la discipline, il n'y a pas question de mototaxis qui sont indisciplinés. En route, il y a des personnes qui insultent et disent n'importe quoi aux gens. Ceux-là aussi doivent être éduqués ou subir un encadrement psychologique. Non, dans ce métier, il y a les véritables responsables et certaines brebis galeuses. Cherchons juste à encadrer au lieu de bannir, car chacun au moins a un numéro de sa moto et de son quartier pour des courses et d'autres transactions. C'est bien sûr Aléo qui nous écrit depuis la ville de Lomé, c'est dans la région de l'Est Cameroun. Nous prenons cette autre réaction. Il y a beaucoup de motos de ce côté. Voilà, nous prenons cette autre réaction. Bonjour messieurs et dames sur le plateau, je vais vous surprendre. Le monsieur qui dénonce l'État sans pourtant citer les avatars du métier de la moto, je vais lui demander de bien essuyer ses yeux et de lire ce qui suit. La moto a donné beaucoup de richesses à certains et paralysé d'autres. Vous savez mieux que moi qu'il n'y a pas un seul taxi dans le sens du transport urbain dans les villes comme Marois. Et pour vous assommer une fois, il y a des villes où des conducteurs de moto font des recettes de 35 000 francs par jour. Vous voyez qu'on peut chercher quelque chose, on trouve une autre et on s'en sert. Je suis Abdoulaye Onana. Merci à Abdoulaye Onana qui vient nous dire que beaucoup d'entre eux, parlant des motos, des conducteurs de moto-taxi, s'en sortent bien. Il y en a qui gagnent même 35 000 francs par jour. Merci. Bonjour le panel. Bonjour Monsieur Mboké. Monsieur Mboké semble nous dire que le franc CFA est mieux loti par rapport au franc malgache en précisant que, bon, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que 1 euro égale 10 dirhams marocains et 1 euro égale 10 dinars tunisiens. Donc, arrêtez d'enfumer les Camerounais avec de telles données. Étienne Desmombo. Étienne Desmombo, vous considérez que c'est de l'enfumage. Bonjour, Monsieur Billard, merci. Je vous assure, il y a des mototaximens responsables. Et pour moi, c'est un métier. À Kigali, c'est très bien organisé. Et le Cameroun devrait copier l'exemple du Rwanda. C'est Lamine qui nous écrit depuis Douala. Un autre message. Bonjour, le Mini Nkuta. Bonjour, le panel. Merci de nous saluer ce matin. S'il vous plaît, il faudra faire un débat sur la certification du compte général de l'État de l'exercice 2024 par la Chambre 3 des comptes de la Cour suprême. Merci, on y pensera, monsieur Api. On reviendra certainement là-dessus.
Bonjour Espace Miné, il y a un problème. Les mototaxis aident énormément, mais le problème véritable, c'est le mauvais système de gouvernance. C'est compliqué. L'autre problème, c'est que beaucoup de mototaximens ne savent pas conduire. Là, c'est le message de Thomas. C'est Thomas qui nous dit qu'il y en a qui ne savent même pas conduire. Bonjour TVB, pourquoi le Cameroun régresse-t-il depuis au moins 43 ans alors que l'Éthiopie, le Kenya, le Ghana, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Maroc avancent chaque jour? C'est François d'Abidjan. Merci à François d'Abidjan qui est un fidèle téléspectateur et qui prend la peine de nous écouter tous les jours. Eh bien, nous avons une autre réaction. On va d'abord s'arrêter là pour faire plaisir à ceux qui nous font confiance tous les jours au quotidien. Mesdames, Messieurs, voici l'instant de la publicité.